Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On va plonger ensemble dans la façon dont notre monde moderne a été forgé. Et franchement, c'est un voyage historique incroyable. On va partir du fracas assourdissant des toutes premières machines textiles pour arriver au grondement des révolutions politiques qui ont littéralement secoué toute l'Europe. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Pour bien comprendre les bouleversements massifs du 19e siècle, il faut se poser une question toute simple, mais fondamentale. Comment une machine textile a-t-elle bien pu déclencher des révolutions à travers l'Europe? Et oui, on va voir comment de simples engrenages et de banales balles de coton se sont retrouvés directement liés, quelques décennies plus tard, à des barricades dans les rues et à des peuples entiers réclamant leur liberté. C'est un véritable effet domino qu'on va dénouer aujourd'hui. Pour garder le cap, notre exploration va suivre 5 grandes étapes. D'abord, la révolution industrielle, suivie par l'exode rural. Ensuite, on se penchera sur la fracture entre bourgeoisie et ouvriers, ce qui nous amènera tout droit au fameux printemps des peuples. Et on terminera par le grand bilan d'un siècle de bouleversements. Première partie, la révolution industrielle. Notre histoire commence en Grande-Bretagne, avec un changement radical dans la façon dont les êtres humains produisaient absolument tout ce dont ils avaient besoin pour vivre au quotidien. Quand on regarde ça, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le travail artisanal. Ça se passe à la maison, c'est purement manuel et c'est rythmé par la vie de famille. Et de l'autre, le travail industriel. Là, on parle d'usines immenses, de machines qui dictent le rythme et d'une production de masse frénétique. Déplacer le travail en dehors du foyer a complètement bouleversé les règles de la vie quotidienne. On est passé d'une petite production à l'échelle d'un village à une consommation à l'échelle d'une nation tout entière. Un vrai changement de paradigme. Et tout s'accélère très vite. Cette série d'innovations montre parfaitement comment une invention en appelait obligatoirement une autre. En gros, dès qu'une étape de fabrication devenait plus rapide, ça créait un goulot d'étranglement à l'étape d'après, ce qui forçait la création de la machine suivante. De la navette volante en 1733 à la machine à filer, jusqu'à l'incroyable puissance de la machine à vapeur de James Watt, l'humanité a littéralement mis le doigt dans un engrenage technologique qu'elle ne pouvait plus arrêter. C'est toujours fascinant de se plonger dans des documents d'époque, comme ces notes manuscrites qui illustrent super bien cette transition. L'invention de la navette volante a rendu le tissage tellement rapide qu'il y a eu une pénurie immédiate de fils. Les tisserands se retrouvaient au chômage technique en attendant la matière première. Il fallait donc absolument des machines capables de filer plus vite pour suivre la cadence. Une réaction en chaîne parfaite. Pour mesurer l'impact de tout ça, il suffit de regarder ces chiffres. En à peine quelques décennies, l'économie britannique s'est métamorphosée. L'agriculture s'effondre de moitié pendant que l'industrie explose et prend carrément le contrôle de l'économie. C'est le portrait statistique d'une société agricole qui vivait au rythme des saisons depuis la nuit des temps et qui devient, du jour au lendemain, la première puissance industrielle du monde. Une toute nouvelle civilisation venait d'éclore. Deuxième partie, l'exode rural. Et oui, ces machines n'ont pas fait que transformer l'économie, elles ont aussi provoqué un déplacement massif de populations humaines. À cause des nouvelles machines agricoles, il fallait beaucoup moins de bras pour cultiver la terre. Résultat, une vague massive de personnes n'a eu d'autre choix que de quitter les campagnes pour fuir la misère. C'est ce qu'on appelle l'exode rural, des populations entières qui abandonnent leur foyer traditionnel pour aller chercher un salaire incertain dans ces nouveaux centres industriels qui poussaient comme des champignons. 600 000. Ce chiffre est juste vertigineux. C'est la population de Manchester en 1901. Pour s'en faire une idée, un siècle plus tôt, il n'y avait que 75 000 habitants. Cette croissance démographique fulgurante montre vraiment l'ampleur sans précédent de cette migration. Des familles entières affluaient, attirées par le bruit incessant des usines textiles, qui tournaient de jour comme de nuit. Troisième partie, bourgeoisie et ouvriers. Avec des villes qui débordaient complètement de partout, le nouveau système économique a commencé à créer de sérieuses tensions. Ce face-à-face met en lumière la fracture grandissante de l'époque. D'un côté, une nouvelle élite qui triomphe, la bourgeoisie, des propriétaires d'usines et des investisseurs qui profitent d'une richesse et d'un confort inédits. De l'autre, le prolétariat, des ouvriers qui s'épuisent pendant 12 à 16 heures par jour. C'était une époque sans aucune loi sociale, avec des machines mortelles, un air irrespirable et des quartiers tellement insalubres que l'espérance de vie y chutait tragiquement. Et ces notes de révision le rappellent très bien, cette énorme inégalité de destin est devenue la grande crise sociale du siècle. Face à ces conditions de vie inhumaines et à cet épuisement total, un sentiment de solidarité a commencé à naître chez les travailleurs. C'est précisément dans cette noirceur industrielle que les tout premiers syndicats ont fini par faire leur apparition, pour essayer de défendre ensemble des droits basiques face à l'indifférence de l'industrie.
Bien sûr, des penseurs ont regardé tout ça d'un œil très critique. Des figures majeures, comme Karl Marx, ont pointé du doigt le fait que cette incroyable richesse industrielle ne profitait pas à tout le monde. Elle était bâtie presque exclusivement sur le dos d'une classe ouvrière exploitée et appauvrie. Cette observation a posé les bases intellectuelles pour remettre en question un capitalisme naissant, perçu par beaucoup comme totalement insoutenable et injuste. Quatrième partie, le printemps des peuples. Et c'est là que la pression devient intenable. En 1848, la cocotte minute des inégalités et de la répression explose à l'échelle de tout un continent. Si on suit la chronologie, on voit à quel point l'étincelle s'est propagée vite, comme une véritable traînée de poudre. Paris s'embrase en février. Dès le mois de mars, le feu gagne Vienne, puis Berlin et Milan. En avril, c'est au tour de Budapest et Francfort. En quelques semaines à peine, toute l'Europe est emportée par cette ferveur populaire, faisant vaciller les trônes en place. C'est l'explosion d'un immense espoir, ce fameux printemps des peuples. Mais attention, il faut noter que les foules dans la rue n'avaient pas toutes le même agenda. C'était un vrai mélange complexe de revendications. On réclamait des droits politiques de base, comme le droit de vote, on exigeait de protections urgentes pour les travailleurs, et en même temps, il y avait de fortes demandes d'indépendance nationale ou d'unification pour s'émanciper définitivement des grands empires. Tout se jouait en même temps. L'image forte, le symbole absolu de cette époque, c'est la barricade. Rien qu'à Paris, il y en a eu 1500 de construites, et 200 à Vienne. Fabriquées avec des pavés arrachés au sol, des charrettes renversées et des meubles, elles divisaient littéralement l'espace public. Ce n'était pas seulement un obstacle militaire, c'était un vrai mur politique qui obligeait chaque citoyen à choisir son camp pour l'avenir de la société. Comme le souligne très bien ce document, le printemps des peuples, bien que temporaire, a été une secousse tellurique d'une puissance incroyable. C'est une brève parenthèse où les populations, autrefois muettes, ont crié haut et fort qu'elles voulaient un système qui fonctionne pour tous et non plus seulement pour une petite élite industrielle ou pour des monarches absolus. Cinquième et dernière partie, un siècle de bouleversement. Même si les barricades ont fini par être démantelées, les ondes de choc de ce 19e siècle ont continué à façonner le monde de manière irréversible. Sur le moment, le bilan de 1848 peut paraître bien sombre. Les armées conservatrices ont fini par réprimer violemment la plupart des soulèvements ouvriers. Mais attention, tout n'a pas été vain. D'immenses victoires ont quand même émergé de ce chaos. La plus belle et la plus marquante reste sans doute l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises au printemps de cette année-là. Une énorme lueur d'espoir au milieu de la tourmente. Et cette soif de remise en question des autorités ne s'est pas limitée à la politique, elle a aussi révolutionné la science. L'esprit de l'époque voulait renverser les dogmes. L'exemple de Charles Darwin est parfait. Quand il publie sa théorie de l'évolution en 1859, c'est d'abord rejeté, car ça contredisait les récits religieux. Mais au final, la raison scientifique l'emporte mondialement, au point qu'il recevra des funérailles nationales grandioses en 1882. Pour conclure notre exploration, il faut bien garder à l'esprit que nos libertés et nos acquis sociaux d'aujourd'hui sont directement nés des luttes de 1848. Nos droits démocratiques, les lois qui nous protègent au travail, tout ça trouve ses racines dans cette époque. Du premier cliquetis d'une machine à tisser jusqu'au combat sur les pavés européens. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse pour terminer. À l'heure où notre époque traverse ses propres bouleversements technologiques massifs, quelles seront les barricades de demain ?